Mesdames et messieurs, bienvenue dans les greniers des savoirs. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Moussa Idrissa. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes maître de conférence au département de chimie, la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, professeur? Donc, merci. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Niamey, à la faculté des sciences au département de chimie. Donc, ma formation, j'ai fait l'université de Niamey, une maîtrise de chimie. À partir de 1993, je suis parti à Dakar faire un DEA de chimie des substances naturelles. Et je suis parti à l'université Paris 7 pour faire mon doctorat, donc unique, toujours en chimie organique. Donc, à peu près, je suis organicien. J'enseigne la chimie organique à l'université de Niamey, faculté des sciences, toujours. Ma spécialité, c'est chimie organique et analyse biologique. Donc, c'est un peu de la chimie organique appliquée au système biologique. Voilà globalement mon domaine de spécialité. Merci, professeur. Donc, comme vous venez de le dire, vous avez soutenu une thèse en spectrochimie, analyse organique et biologique. Et donc, vous êtes chimiste et spécialisé en chimie organique. Chimie organique. Merci. Et donc, vous avez soutenu votre thèse à l'université Paris 7. Oui, l'université Paris 7 en 1998. Et pouvez-vous nous parler du processus d'élaboration de cette recherche? Donc, d'abord, quand j'ai quitté ici l'université de Niamey pour aller à Dakar, pour faire la chimie organique, je trouvais qu'à Dakar, il y avait une chimie des substances naturelles. Donc, il n'y avait pas chimie organique pure, telle que nous le faisons à l'université de Niamey. Donc, et dans cette chimie des substances naturelles, pratiquement c'est un DEA qui accueille également les étudiants de pharmacie. Donc, en dehors des étudiants de la faculté des sciences, les chimistes, les biologistes, on accueille également les pharmaciens. Alors, donc, mais une fois fini la formation du DEA au niveau du mémoire, j'ai eu un thème qui concerne la synthèse des nouvelles substances organiques. Mais ces substances organiques ont plutôt tendance à aller vers le domaine biologique. Donc, je devrais travailler sur le pyrrole. Je vais vous parler un tout petit peu au niveau du pyrrole, c'est quoi? Le pyrrole, c'est un petit cycle qui se trouve au centre de la vie, c'est-à-dire qu'au niveau des plantes, c'est ce pyrrole qui est à la base de la photosynthèse, des noyaux pyrroliques qui forment la chlorophylle. Au niveau des hommes, tout le système de la bile, des bilirubines, les trucs, c'est toujours les noyaux pyrroliques qui les constituent. Et donc, ce pyrrole a un rôle très important dans le processus biologique. Mais moi, mon problème, ce n'était pas dans le but de faire un processus, mais c'est de pouvoir faire des batteries, des batteries pour la conservation de l'énergie. Donc, c'est dans le cadre de l'électrochimie. Donc, c'est pouvoir former des piles à base de substances organiques, parce qu'en général, les piles sont minérales. La batterie que vous connaissez, c'est des batteries plomb avec l'acide sulfurique. Puis on est arrivé aux batteries solides avec le nickel-cadmium. Mais tout ça, c'est lourd. Quand c'est du minéral, c'est très lourd. Il faut passer à l'organique et c'est dans ce sens qu'on a, à un moment donné, les gens se sont lancés à trouver des polymères capables de pouvoir conserver l'énergie et donc des polymères très électroactifs
permettant une bonne conservation de l'énergie. C'est dans ce cadre que ma thèse, mes travaux de thèse s'inscrivent. Donc, je l'ai fait à l'ITO10, l'Institut de topologie et de dynamique du système. Et donc, avec toute une équipe du CNRS, parce qu'en fait, je suis inscrit à Paris 7, mais je travaille au CNRS. Donc, mon laboratoire, c'était le CNRS. Donc, en réalité, a priori, il n'y a rien à voir avec les substances naturelles jusqu'à la fin de ma thèse. Et donc, c'est quand je suis revenu ici, et on ne peut plus continuer ces travaux parce qu'on ne peut pas faire des synthèses à Niamey. C'est très difficile. C'est pratiquement même impossible de faire une synthèse à Niamey du moment où les conditions de synthèse sont un appareil très lourd. Il faut pouvoir faire des analyses rapidement. Il faut pouvoir être à mesure d'éviter certains accidents. Et nos laboratoires ne sont vraiment pas équipés pour ça. Donc, la seule solution, c'est maintenant, au lieu que nous fassions la synthèse, donc notre usine, ce sont les plantes, les vivants, qui vont faire la synthèse et nous allons isoler ce qu'ils ont fait pour voir l'utilité de ces produits. Voilà. Et donc, vous vous êtes adapté au contexte? On s'est adapté au contexte. Quand j'étais venu ici, j'ai trouvé professeur Khalid et Ilagouma, ils forment une équipe de recherche sur les plantes médicinales. Alors donc, tout naturellement, je me suis joint à eux pour poursuivre ces études. Et maintenant, on s'est dit, bon voilà, puisqu'on a un laboratoire qui permet quand même de faire quelques extractions. Donc, c'est de chercher des collaborations avec d'autres pour pouvoir analyser les produits et faire. Mais auparavant, déjà, il y avait des enquêtes sur les plantes médicinales du Niger que les gens faisaient, donc les caliers. Et depuis le temps du professeur Bawa, au temps de Dandiko, les gens ont essayé de voir les plantes médicinales utilisées au Niger et ils ont fait des enquêtes pour voir les conditions d'utilisation. On a recensé. Il reste maintenant l'étude physico-chimique afin de pouvoir les mettre en valeur. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a élaboré on a créé cette équipe de recherche. Bon, j'ai trouvé l'équipe de recherche déjà et j'ai rejoint cette équipe. Merci beaucoup. Et le Niger étant un pays rural, et donc cette médecine basée sur les plantes, c'est un élément important. Et vos recherches portent sur les maladies infectieuses, notamment le paludisme, les infections bactériennes, les infections virales. Et quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus? Donc, d'abord, avant d'arriver au résultat, il faut d'abord faire des enquêtes pour savoir, puisque nous avons un pays très large, avec une diversité culturelle énorme. C'était une chance pour le Niger. Donc, c'est ce qui fait que la médecine traditionnelle est très développée. Pourquoi? Parce que nous avons une culture nomade qui a sa médecine traditionnelle. Il y a des diversités culturelles. Et donc, en fonction des zones géographiques, en fonction de la végétation, donc la médecine traditionnelle évolue. En fait, il y a une diversité pour le traitement de telle ou telle maladie. Donc, quand on prend le cas des maladies infectieuses, vous n'êtes pas sans savoir que dans tous les marchés, vous allez voir les vendeurs des médicaments qui disent que nous avons lutté contre les hémorroïdes, nous avons lutté contre ceci, contre cela. Donc ça, c'est bon, c'est vrai, on ne les considère pas comme guérisseurs traditionnels en général, puisque ce sont des gens qui prennent chez des guérisseurs et qui se permettent de se balader avec. Les guérisseurs, ce sont des gens que vous allez trouver chez eux et leur demander les questions sur les pratiques, les recettes, bien qu'il y a des réserves. Donc, au niveau des enquêtes, nous avons fait beaucoup de recensements des plantes médicinales. Donc, aujourd'hui, au Niger, on a à peu près 330 médicinales connues pour l'ensemble des infections
le Niger autour de 300 plantes médicinales, 327 plantes médicinales dans la médecine traditionnelle recensées suite aux enquêtes, les différentes enquêtes ethnobotaniques. Et parmi ces plantes, une cinquantaine sont utilisées contre le paludisme. Et donc, ces plantes contre le paludisme, vous savez, dans nos langues nationales, quand vous parlez de paludisme, c'est fièvre. Donc, c'est une plante casse la fièvre, le vomissement, les trucs. Donc, c'est les symptômes. La médecine traditionnelle n'est pas une médecine qui se base sur les causes de la maladie, mais plutôt les symptômes. Donc, c'est des traitements symptomatiques. Donc, au niveau des enquêtes, on ne peut pas dire quelqu'un souffre de palu, quelqu'un souffre de diarrhée, quelqu'un souffre de ceci, et on dit, bon, c'est des bactéries ou c'est des trucs. Non, ce sont les symptômes. Et ces guérisseurs-là, quand vous partez chez eux, vous donnez les symptômes de votre maladie et ils vous proposent des solutions. Et en grande partie, ils ont des solutions pour les maladies infectieuses. Ces maladies infectieuses sont très bien connues par ces guérisseurs. C'est les noms qui changent. On ne va pas dire paludisme, donc c'est la fièvre. Donc, ce qui fait que quelquefois il y a confusion entre typhoïde et palu parce que il y a des fièvres. Et donc certaines plantes sont capables de casser la fièvre, mais sans agir sur le parasite même qui est responsable de l'infection, qui est le plasmodium. Parce que le paludisme est causé par un parasite qui s'appelle plasmodium. Et l'agent vecteur, c'est l'anophèle. Alors, au niveau de nos recherches, nous avons recensé des plantes qui luttent contre ce paludisme. Et ces plantes, on a regardé les plantes les plus utilisées. Parmi ces plantes les plus utilisées, il y a le Momordica balsimana. Donc, Momordica, c'est Badum en germain. Et donc, cette plante, nous l'avons étudiée, nous avons évalué son pouvoir antiplasmodial et on a constaté que cette plante présente une activité antiplasmodique importante, sauf que cette plante présente quelque part une certaine toxicité. Et voilà pourquoi les guérisseurs les mélangent avec d'autres plantes pour pouvoir casser un peu la toxicité de la plante. Et cette même plante est utilisée également dans le traitement de l'hépatite, c'est que les guérisseurs appellent jaunisse. Donc la plante est également utilisée dans ce traitement. Et donc nous avons fait les tests antiplasmodiques et cette plante présente vraiment des résultats positifs au niveau des tests antiplasmodiques, tant in vitro qu'in vivo. In vitro, c'est quand vous prenez les parasites et vous les mettez en contact avec le problème. In vivo, c'est quand vous rendez l'animal malade, parce que nous travaillons avec des animaux. Nous prenons des souris, et ces souris, on a des plasmodiums qui sont cause de la maladie du paludisme chez les souris. Donc c'est le plasmodium yellow, le plasmodium berghei. Et donc il y a deux plasmodiums. Même chez l'homme, il y a jusqu'à 3 ou 4 plasmodiums. Un plasmodium falciparum qui est couramment connu au Niger. Il y a le plasmodium ovale et le plasmodium vivace. Le malarial se trouve au niveau de l'Asie. Donc, nous prenons ces souris, on les infecte avec les parasites et maintenant on leur donne les décoctions telles que les guérisseurs nous ont dit. C'est-à-dire que le guérisseur dit, vous préparez telle quantité pour le malade. Bon, nous estimons qu'un homme fait 70 kilos. Et donc, quand vous avez 20 grammes de rat, vous êtes obligé de faire des règles de 3 pour arriver à la dose concernant le rat. Donc, nous faisons des règles de 3. Nous arrivons à dire que, bon, voilà, donc s'il faut 10 grammes pour un homme, donc il nous faut peut-être 500 mg pour une souris. Parce qu'on divise, on fait une règle de 3 et on applique. Et on traite la souris pendant une semaine et on essaie de regarder l'évolution des parasites dans son sang. Si les parasites n'évoluent pas,
en grande partie, si ça n'évolue pas, ça recule. Et donc, on dit que la plante présente une activité ampli-plasmodique in vivo. Ça, c'est dans le vivant. Et c'est beaucoup plus pratique chez nous si nous arrivons à garder une animalerie. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très proche de la réalité. Très, très proche de la réalité par rapport à dire que bon, je vais isoler un produit, je vais prendre l'extrait de la plante, je vais le mettre en contact avec le parasite directement, alors que le guérisseur vous a dit non, le malade boit. Vous voyez, c'est un peu différent. C'est-à-dire que quand vous faites une injection de quelque chose qu'on boit, le résultat n'est pas forcément le même. Et donc, scientifiquement, il serait mieux pour notre équipe de recherche d'avoir des souris pour faire nos tests et pouvoir continuer la lutte contre le paludisme parce qu'actuellement, c'est la maladie qui fait plus de dégâts. Donc, au niveau mondial, le paludisme est devenu casse-tête. Cette année, à cause du Covid, il y a eu 69 000 morts de plus. Parce que les gens, à un moment donné, à cause des restrictions, à cause de ceci, les gens ne peuvent pas aller aux centres médicaux, les gens ne peuvent pas faire ceci. Et donc, par conséquent, le nombre de morts a augmenté par rapport à 2020. Donc, vous voyez jusqu'où le paludisme continue à tuer des millions de personnes. Et ça, c'est dans le monde entier. Bien sûr, en Afrique, où nous sommes dans les zones tropicales. Et donc, les moustiques prolifèrent très vite. Et ils sont un peu partout. Donc, nous avons ce problème de paludisme. Donc, en dehors du Momordica, nous avons une plante qu'on appelle Sebastiana camella. Cette plante, nous l'avons pris chez un guérisseur de Douchi. Et donc, cette plante, avec le Chrozophora, c'est Andoro. Donc, vous allez trouver ça un peu partout, chez tous les herboristes là, de Niamey. Dès que vous sortez, vous demandez un lot, vous allez voir Chrozophora. Donc, ces deux plantes-là, également, ont présenté une activité antiplasmodiale très, très importante. Et là, on est parti jusqu'à isoler la molécule qui est responsable de l'activité antiplasmodique, donc, dans les deux plantes. Et on a constaté que ces deux plantes, bien que c'est des familles biologiques très différentes, c'est la même molécule qui est à la base de l'activité antiplasmodique. Et donc, nous avons également Cochlespromum tinctorium. Donc, les gens l'appellent samar. Donc, une poudre jaune qu'on voit également dans les marchés, très proche des condiments. Cette plante aussi a montré une activité antiplasmodiale, mais un peu moins par rapport aux trois premières plantes que nous venons de dire. Et cette plante est également utilisée dans le traitement de l'hépatite. Donc, on a du verra aux infections virales. Donc, il y a plusieurs autres études qu'on avait fait. Donc, il y a une plante qu'on appelle Limonium pterocarpum. Au niveau du limonium, c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on fait les tests in vitro, ça ne marche pas. Mais le test in vivo marche. Vous voyez? Donc, le guérisseur a raison par rapport au scientifique. Parce que le scientifique, il isole la molécule, il le met en contact avec le parasite et le parasite ne meurt pas. Mais si la personne boit la plante, il guérit. Donc, ce qui fait ça, c'est qu'en fait, au niveau de la digestion, il y a eu cassure des premières molécules et recombinaisons qui ont formé une molécule active. Donc, c'est comme si la molécule qui se trouve à l'intérieur de la plante est protégée pour pouvoir agir sur le parasite. Donc, il faut que ça soit coupé par la digestion pour que la plante devienne active. Donc, on l'appelle les proactives. Donc, ces produits-là, ils existent et c'est plus efficace en médecine traditionnelle. Et tout de suite, dans nos recherches, on les rejette parce qu'on dit que non, on n'a pas trouvé d'activité in vitro. Alors que, parce qu'on n'a pas de souris, et on n'a pas fait l'activité in vivo pour voir si la plante marche. Donc, on a eu des cas, le cas de cette plante-là qui est un peu... Et donc,
qui a montré une activité in vivo, mais in vitro n'a pas montré d'activité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souris ou Bon, nous avons fait, à l'époque où j'étudiais cette plante, on avait des souris. On a des souris et c'est maintenant qu'on n'a pas des souris. Et c'est maintenant qu'on a aussi plus d'étudiants. Mais cette plante, bon, à l'époque où je faisais cette étude de la plante, j'ai pris des étudiants de pharmacie de Bamako dans nos collaborations. Et à l'époque, il n'y a pas d'école de pharmacie à Niamey. Et donc, on collaborait avec Bamako. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait étudié quelques plantes. Bon, c'est vrai que les derniers, c'est pas... Lui, cette plante-là, on l'a étudiée dans le cadre d'une thèse de l'université de Bamako. Merci. Merci beaucoup. Et donc, vous avez recensé dans vos recherches environ 330 plantes. Est-ce que toutes ces plantes ont été identifiées, bien sûr, et étudiées en rapport avec les différentes infections, maladies? Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous avons recensé. Donc, les guérisseurs nous disent que telle plante soigne tant, telle plante ils rentrent dans le traitement de telle plante et de telle maladie, telle plante rentre dans le traitement de telle maladie. Parce que quand vous prenez une plante, il peut rentrer dans le traitement de 4 ou 5 maladies, hein, donc une plante. Donc, on va citer, et donc on recense ces plantes. Mais une fois recensées, il faut revenir au labo pour voir réellement si les recettes que ces guérisseurs nous ont données, si ces recettes ont une activité. Donc si la recette a une activité biologique confirmée par rapport à la maladie que le guérisseur a dit, et donc, dans ces conditions, nous allons essayer de regarder chacune de ces plantes-là qui composent la recette. Parce qu'en grande partie, le guérisseur ne vous donne pas une plante. C'est un mélange. Il prend telle plante et telle autre plante avec des dosages qui restent leur secret. Puisque avec les mêmes plantes, on soigne telle maladie et telle maladie. Tout dépend du dosage. Donc, avec leur dosage qui constitue leur secret. Et donc, il y a... Et là, on peut recenser toutes ces plantes. Le problème, c'est qu'ils vont donner les recettes, mais ils ne peuvent pas vous donner les compositions. Et c'est vous qui allez tâtonner au labo pour pouvoir avoir une composition convenable. Et maintenant, remener chez le guérisseur pour lui dire, voilà, votre plante, votre recette, telle plante qu'il y a là-dedans est inutile, il faut la lever. Et telle autre plante, il faut diminuer la dose, ainsi de suite. Donc, ainsi. Mais le problème sérieux, c'était ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de test qui protège les guérisseurs. Qui dit que, bon, si tu donnes ta recette aux chercheurs, ils doivent obligatoirement te faire un compte-rendu des résultats. Et si le résultat est positif, tu dois bénéficier des retombées au niveau... C'est ce texte-là qui manque. Il n'y a pas de test juridique qui les protège. Donc, il y a rétention d'informations. C'est-à-dire que si on continue à faire les enquêtes, peut-être qu'on arrivera à 350, 360 plantes, mais les guérisseurs sont réticents parce qu'ils ont vu que certains chercheurs se permettent de devenir des guérisseurs eux aussi. Et donc, ça fait une sorte de concurrence, en fait. Et donc, il y a la méfiance. Bon, merci. Et on sait qu'il y a vous avez parlé des aspects positifs, mais aussi il y a des aspects négatifs de ces plantes. Les aspects négatifs, oui. Et vous savez, quand vous partez chez les guérisseurs, juste si vous sortez ici, vous allez voir les guérisseurs en tasse, les plantes les unes sur les autres. Alors que la plante doit être bien séchée dans un endroit aéré pour éviter la formation des champignons. Et donc les aspects négatifs, c'est réellement... Une bonne partie vient de cette conservation. Et donc, parce que si nous, universitaires, nous prenons la plante, bien sûr, nous faisons notre cueillette, nous allons les chercher dans les conditions de laboratoire, faire les études dans les conditions de laboratoire. Mais les guérisseurs, lui, quand ils prennent les plantes, ils les entassent et puis ils les laissent. Ils disent que bon. Et ça, il faut qu'on revienne les former sur la conservation de ces médicaments. Un médicament, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, on ne va pas jeter jusqu'à ce qu'une partie soit noire, des champignons poussent là-dessus. Et quand des champignons poussent là-dessus, ces champignons-là, c'est des vivants. Eux aussi, ils vont créer
d'autres produits qui sont toxiques. Par exemple, quand vous prenez l'arachide, si c'est mal conservé, ça provoque l'aflatoxine. Et l'aflatoxine est à la base des cancers du foie. Et donc, pourtant, c'est un produit alimentaire. Et donc, la conservation va jouer. À plus forte raison, un médicament ou une petite dose suffit pour pouvoir intoxiquer quelqu'un. Donc, il y a cet aspect un peu négatif au niveau de ce truc-là. Ensuite, au niveau du dosage. Au niveau du dosage, quelquefois, il arrive quand un guérisseur donne une plante, les gens essaient de dépasser la dose pour dire que je vais guérir vite. Je vais guérir vite, donc il y aura le surdosage. Il y a certains produits qui vraiment peuvent provoquer des surdosages, et donc on va dire qu'un tel il a pris tel médicament, il a eu la diarrhée. Un tel a pris tel médicament, il a vomi, ainsi de suite. Ce n'est pas réellement lié aux plantes en tant que telles, mais plutôt à la méthode de préparation, de conservation. Donc c'est ça, ce sont des inconvénients qu'on constate. La médecine traditionnelle nigérienne est reconnue comme une médecine plus efficace, très efficace dans toute la sous-région. La dernière fois, le Conseil des ministres de l'autre jeudi, on a créé une agence. Et donc l'agence va prendre, peut-être avec l'agence on peut améliorer, mais il faut qu'il y ait une politique de médecine traditionnelle, de santé nationale même, une politique de santé nationale. Qu'on se dise que bon voilà, dans cette politique de santé nationale, un certain pourcentage du financement revient à la médecine traditionnelle. Et là, on va intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé. Un financement qui ne fait pas 20 millions, l'État nigérien n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est le défaut majeur. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que même nos guérisseurs n'arrivent pas à être très offensifs, parce que au niveau même du Niger, ils sont obligés de se cantonner uniquement dans les villes. Donc aujourd'hui, quand vous sortez, vous ne trouverez jamais une boutique où on vend que des produits naturels et que des produits de la médecine traditionnelle. Il faut aller voir le guérisseur, alors que le guérisseur peut vraiment donner son produit à une boutique qui vend ce produit. Il n'y a pas ça. Merci beaucoup. Et donc, on sait qu'au Niger, traditionnellement, il y a le recours à la médecine traditionnelle. Donc, c'est dans les sociétés nigériennes, cette médecine traditionnelle est très pratiquée, utilisée. Par rapport à cette utilisation de la médecine traditionnelle au Niger, quels sont les rapports avec les médicaments modernes synthétiques? Et donc, comme j'ai toujours dit au niveau des étudiants, des épistémos, quand je faisais le cours de philo, j'ai dit que nous sommes une société entre deux systèmes. Un système qu'on appelle conventionnel, amené par le colon, c'est qu'on appelle la médecine conventionnelle, et le système moderne. Et les deux se côtoient. Vous voyez ici, dans le marché de Niamey, quelqu'un avec ses aspirines, ces trucs-là en forme de cercle, il se balade, et tout de suite, vous voyez quelqu'un qui a ses charrettes avec ses plantes, lui aussi qui vient dire médicament, médicament. Donc, vous voyez, les deux systèmes se côtoient au Niger. Et donc, nous sommes dans cette situation où médecine traditionnelle et médecine moderne se côtoient. Il y a le problème de la médecine moderne, c'est que dans les marchés, il y a des médicaments qui sont appelés conventionnels, mais qui sont fabriqués par d'autres laboratoires qui ne sont pas dans les normes. Et donc ces médicaments-là sont également en vente dans les trucs-là. Donc les mêmes inconvénients qu'on trouve au niveau de la médecine traditionnelle, on les retrouve au niveau de la médecine moderne, avec les sous-dosages de comprimés, avec les ceci ou les sous-dosages ou ceci, cela. Et donc, vous pouvez prendre un médicament aujourd'hui qui a soigné votre palu. Demain, vous reprenez prendre le même médicament, il ne soigne pas votre palu. Donc, ça, vous allez trouver ça dans le marché et même quelquefois dans des pharmacies. Et donc, c'est pour cela qu'au niveau de l'INSPEX, le laboratoire d'expertise, donc quand les produits sont commandés, en grande partie, on prend des échantillons avec les lots, on essaie de doser pour voir réellement s'ils sont encore dans les normes, est-ce que ça correspond aux normes, et on les met dans les marchés. Mais par exemple, ceux qui amènent leurs produits du Nigeria ou bien des grossistes qui viennent directement du Ghana,
Et ils ne passent pas par l'espèce pour doser leurs médicaments et voir le truc là. Donc, ces médicaments de la rue sont. Et donc, au niveau du ministère de la Santé, on essaie de combattre ces médicaments de la rue, mais de l'autre côté, on n'essaie pas également d'harmoniser les prix. Imaginez, si pour un palier, il va payer 30 000, mais il va préférer aller au niveau de la rue ou bien aller à la médecine traditionnelle, ça c'est clair. Et ce qui fait qu'on estime à peu près 80% de la population nigérienne, sinon plus que 80%, qui ont recours à cette médecine traditionnelle. En plus, il y a ce problème d'échec. Certains vont à l'hôpital, ils échouent. Et le traitement, il y a échec du traitement. Et l'échec du traitement, la personne recourt automatiquement à cette médecine traditionnelle. Et il arrive que la personne guérit. Et du coup, les gens vont dire que pour telle maladie, là, vaut mieux aller voir tel guérisseur. Hein. Et donc, c'est fini. Et donc, parmi ces guérisseurs-là, il y avait plusieurs clans également. Par exemple, il y a des gens, dès qu'ils ont des fractures, ils préfèrent aller voir un robotiste que d'aller à l'hôpital. Hein. Si ce n'est pas des sapeurs-pompiers qui t'ont amené là-bas, si c'est en campagne, les gens ne viennent pas. Beaucoup de gens en campagne se disent que si nous venons à l'hôpital, ça va nous coûter 200 000, 300 000 pour traiter la personne parce qu'on va nous faire des examens, on va nous faire des examens, on va nous faire des ceci. Et à la fin, on n'a même pas les moyens pour pouvoir vivre de Niamey, payer les ordonnances, faire des trucs là. Et donc, si par exemple quelqu'un se casse les pieds dans une campagne, il préfère aller chez un guérisseur et faire le truc là. Ils se disent que bon, écoutez, pourquoi aller à l'hôpital? Même le fils d'un tel est parti, quand il s'est cassé, il est parti voir un tel, on l'a soigné. Donc pourquoi aller à l'hôpital? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas une vraie politique de santé qui permet aux Nigériens de s'affirmer et de dire que ça, c'est nous, c'est notre système de santé. Il y a des cases de santé, eux qui achètent quelques produits pour venir vendre encore à la population en détail. Et donc, il y a eu quand même, par rapport au système traditionnel, les vendeurs de cette médecine traditionnelle se sont structurés en association. Donc, il y a à peu près 6 associations des guérisseurs. Donc, il y a la plus grande association, c'est l'ATPN, l'association des praticiens, et c'est la plus ancienne d'ailleurs, c'est elle qui s'est décomposée en truc là. Donc, l'ATPN existait avec la coopérative Bantouri. La coopérative Bantouri, c'est des herboristes. Ils ne sont pas considérés comme des guérisseurs. Ça veut dire quoi? Que eux, ils préparent des poudres de plantes que des guérisseurs peuvent venir prendre et aller traiter leurs malades avec. Et donc, ils ne passent pas le temps à faire des mélanges. Sinon, non, ils vous vendent des produits de telle plante. Si vous avez besoin de sabara, on vous vend sabara, poudre de sabara, voilà. Donc, ainsi de suite. Bon, et le plus souvent, les gens disent que bon voilà, sabara soigne telle maladie, et donc quelqu'un veut venir, il doit dire qu'il a telle maladie, il a besoin de sabara, et là-bas, les Bantou va leur donner leur sachet de sabara en leur disant bon voilà, le traitement qu'on fait du sabara. Mais ils ne s'érigent pas en guérisseur en disant que bon voilà, vous venez avec votre maladie, nous on va vous soigner. Non, c'est des herboristes. Donc les thérapeutes, c'était l'ATPN, il y a Pharmaco-Santé, il y a ANIPT, donc à peu près des 6, la plus grande association, c'est l'ATPN. Alors, donc comme il y a prolifération de ces associations, on s'est dit, bon, on va les regrouper en comité pour pouvoir parler d'une seule voix devant l'autorité. Parce que 6 associations, comment traiter 6 associations? Donc ces associations se sont réunies en commission des médecins traditionnels. Donc, bon, malheureusement, cette commission est en berne, parce que ça fait, depuis que leur SIG est décédé, ils ne l'ont pas remplacé. Ça fait 3 ou 4 ans. Et donc, mais maintenant on va l'activer. Je pense qu'il y aura un peu de la place pour tout le monde et que dans ce cas, cette commission-là va jouer un rôle important dans la transformation du système sanitaire au Niger. Et donc les chercheurs, il y a quand même une collaboration étroite avec ces associations, mais aussi avec la tutelle du ministère de la Santé. Donc, quand vous faites la recherche sur la médecine traditionnelle,
La première des choses que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment essayer d'avoir la confiance des guérisseurs. Parce que si les guérisseurs manquent de confiance en vous, ben, ils sont capables de vous trahir. Vous pouvez dire à un guérisseur qu'est-ce qui soigne telle maladie, et il n'a pas confiance en vous, il va dire, ah oui, c'est telle maladie. Telle plante peut soigner, telle plante peut soigner, et il va te citer par cœur 20, 40 plantes. Alors, si vous recensez, si vous voulez, 2 mois après vous revenez, vous dites la même maladie, il va vous donner d'autres plantes qui ne sont pas les mêmes. Hein. Parce qu'en fait, quand vous êtes venu, il ne vous fait pas confiance. Il ne sait pas qui vous êtes, donc il a préféré vous donner un peu des trucs de mensonges. Et puis, de plus, il faut que de l'autre côté également, le ministère, avec les guérisseurs, vous puissiez avoir une relation tripartite. C'est-à-dire que le ministère qui gère les guérisseurs, donc le domaine de la santé, doit avoir également les chercheurs pour confirmer l'efficacité des recettes et pour pouvoir fabriquer des médicaments améliorés. Parce que si maintenant nous évoluons, notre médecine traditionnelle va évoluer, on pense que dans une dizaine d'années, en tout cas on lutte pour avoir des médicaments améliorés, c'est qu'il y a dans tous les partis. Et dans tous les pays, il y en a, sauf au Niger. Donc ces médicaments améliorés, c'est quoi? C'est des médicaments dont scientifiquement on a prouvé qu'ils sont efficaces et qu'on a également regardé leur date de péremption. La plante est efficace, on connaît la date de péremption, on connaît les modes d'emploi. Et donc, dans ces conditions, cette plante, on peut les transformer et on peut transformer ça en gélule, on peut les transformer en comprimé, on peut faire n'importe quoi avec. En tout cas, l'essentiel, c'est que ce médicament-là puisse être considéré comme un médicament moderne, et donc on les appelle les médicaments traditionnels améliorés. Et une fois que le médicament est connu, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, il faut que la politique intervienne, le ministère de la Santé interviendra dans ce domaine. Donc le ministère de la Santé va être le carrefour guérisseur-chercheur. Et maintenant, à partir de cette coordination que le ministère de la Santé va faire, donc le ministère de la Santé va pouvoir booster la recherche et la coopération chercheur pour que le ministère puisse avoir vraiment des médicaments avec lesquels également ce ministère peut se vanter ailleurs pour dire que nous aussi, au Niger, nous avons tel médicament contre telle maladie. Donc, et là, il faut regarder les maladies les plus fréquentes au Niger. C'est pour ça que nous avons choisi les maladies infectieuses, parce que ce sont les maladies qu'on rencontre les plus au Niger. C'est récemment que diabète et tension apparaissent dans nos systèmes, mais ce n'est pas qu'on les a négligés. Hein. C'est-à-dire qu'on va engager des recherches là-dessus. Donc, puisqu'on a déjà commencé à recenser également les plantes qui ont ces effets hypoglycémiens, hypotensifs. On va les recenser, mais pour le moment, ce qui est embêtant au Niger, c'est vraiment les infections. Quand vous partez au niveau de vos enquêtes, dans les campagnes, ce sont les infections qui sont les maladies les plus courantes. Un tel, il a des maux de ventre, il a le paludisme, il a l'hépatite, il a ceci. Donc, c'est difficile d'aller voir dans la campagne quelqu'un qu'on dit qu'il souffre d'hypertension ou bien qu'il souffre de diabète. Donc, c'est toujours des plaies qui ont provoqué des infections et ces infections l'ont rendu malade, ou bien il a mangé quelque chose, ce problème, ce truc-là l'avait rendu malade, ou bien, bon, c'est le paludisme en saison de pluie, ils sont tombés malades. Donc, c'est ça qui fait que les maladies infectieuses sont les maladies les plus courantes au Niger. Et c'est à ça qu'il faut qu'on ait quand même des médicaments d'origine nigérienne et qu'on peut exporter ailleurs. Parce qu'il faut tenir compte que quand vous avez un médicament, c'est à exporter. Donc nous avons les mêmes problèmes au Niger, les mêmes problèmes au nord Nigeria, les mêmes problèmes au nord Cameroun, les mêmes problèmes au Burkina, les mêmes problèmes au Mali. Donc tous les pays qui nous entourent, nous avons les mêmes problèmes de santé. On sait qu'il y a aussi les questions de désertification.
Et ces médicaments traditionnels sont des plantes. La désertification peut disparaître. Est-ce qu'il y a des moyens de conservation de ces plantes ou bien des graines pour en tout cas faire en sorte qu'on ait ces plantes de façon pérenne? Donc c'est là qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration également entre chercheurs. Et par exemple, nous sommes des chimistes. Donc normalement, la préservation de la nature revient aux biologistes. Donc au fond, parce que quand on regarde la dégradation de l'environnement, parce que nous, dans nos enquêtes, on a constaté que beaucoup de plantes sont en voie de disparition. En fait, ils disparaissent même. Et les guérisseurs, quand vous partez chez eux, vous disent que telle plante avant, on l'a à Gaïa, mais maintenant il faut aller au Nigeria. Telle plante, on l'a à tel endroit, mais maintenant il faut aller à tel endroit. Par exemple, quand vous prenez Prosopis africana, maintenant, Zamturi, on appelle l'écorce utilisée contre les hémorroïdes et des trucs là. Mais cette plante, vous ne la trouvez plus dans la région d'Ottawa. La dernière plante dans la région d'Ottawa, j'ai vu dans mes lectures que c'est éteinte dans les années 78. Donc après ça, il n'y a plus cette plante dans le truc là. Donc, et beaucoup de plantes continuent à disparaître en raison de cette avancée du désert, comme vous venez de le dire. Donc l'avancée du désert, c'est un inconvénient. Mais le décès des savants aussi, parce qu'en fait, beaucoup de guérisseurs décèdent. Et les enfants ne veulent pas être guérisseurs. Et bon, parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des guérisseurs qui, leurs enfants, une fois, ne s'intéressent pas à la chose. C'est quand ils vont aller en aventure, une fois qu'ils échouent en aventure, qu'ils reviennent pour dire que, bon, comme mon père était guérisseur, moi aussi je serai guérisseur. Vous voyez, donc la personne n'a pas les secrets. Il ne connaît pas certains trucs, il ne connaît rien. Sauf que bon, il a la notoriété de son père et qui fait que... Donc ces originaux-là, ces guérisseurs originaux, ces savants guérisseurs-là, eux aussi ils sont en train de disparaître, comme nos plantes sont en train de disparaître. Et donc sur deux plans, nous sommes en train d'être réduits. Donc au niveau naturel, le désert avance. Et donc la dernière fois, nous avons fait une enquête dans la zone de Boboï. Et pour voir les plantes utilisées dans la fortification des enfants, des plantes ce qu'on appelle les djiti. Et donc, les résultats que nous avons obtenus, si on compare ces résultats aux résultats obtenus dans le parc, c'est-à-dire les plantes recensées au niveau des plaques pour les renforcements qui rentrent dans les préparations des enfants, et au niveau de Filengue, on constate qu'à Filengue, on utilise pratiquement des arbres. Dans la région de Boboï, il y a un mélange arbre et herbe. Donc, mais quand vous partez dans le parc, c'est des herbes. Parce que les plantes sont toujours là. Donc pour les enfants, ce sont des herbacées qui sont les plus utilisées. Mais avec la disparition de ces herbacées, on est en train de donner des écorces d'arbres, des racines d'arbres, des feuilles d'arbres, de ceci à des enfants. Donc on voit bien l'influence de la désertification quand on compare les résultats des enquêtes. Et dans le cadre de votre domaine de spécialité, vous avez effectué plusieurs missions et vous avez aussi écrit et publié plusieurs articles scientifiques. Donc, tout chercheur publie, donc en dehors de la recherche pure et dure et puis d'une relation avec nos guérisseurs, il y a beaucoup de publications qui sortent, surtout maintenant qu'il y a une école doctorale. Donc, au niveau de la recherche, on encadre beaucoup d'étudiants. Donc, il y a même, au départ, il y a même des étudiants de l'NSP qui viennent au département de chimie et qui intègrent notre équipe accueil. Nous avons beaucoup d'étudiants qui travaillent sur les plantes médicinales. Et ça nous a permis même d'élargir facilement notre champ d'investigation. Parce que maintenant, on a pratiquement par région les plantes médicinales. C'est-à-dire qu'il y a une enquête qui donne les plantes médicinales de l'Azawad. Il y a une enquête qui donne les plantes médicinales au niveau du Sender, donc tout le truc là, le sud du Niger. Il y a des enquêtes qui donnent des résultats chez les Toubous. Donc en fait, quand on regarde vraiment les enquêtes un peu partout, donc on peut dire que maintenant,
On a fait des enquêtes un peu partout. Les maladies émergentes, il faut les gens vont également regarder les symptômes là et voir si on pouvait trouver des guérisseurs qui ont des remèdes contre. Parce que je vous ai dit, au niveau de la médecine traditionnelle, ce sont les symptômes qui comptent. C'est-à-dire que quand tu dis quelqu'un a diabète, le guérisseur va te dire c'est quoi diabète. Il n'a jamais été à l'école, il ne sait pas c'est quoi diabète. Donc il faut lui expliquer que la personne sue beaucoup, il passe son temps à uriner, il est toujours fatigué, et donc ainsi de suite. Donc peut-être il va dire, ah oui, telle maladie, ah, c'est une maladie comme ça. Donc il peut te proposer, il dit que non, dans des cas comme ça, on traite avec temps. Donc vous allez toujours expliquer les symptômes d'abord au guérisseur, et c'est à partir de ces symptômes, qu'il va vous proposer les remèdes. Et donc c'est pour ça que je dis il reste encore des trucs, mais ce qui nous fait mal, c'est également la disparition de ces VA-là sans pouvoir recenser le tout. C'est-à-dire on n'a pas encore recensé chez beaucoup de gens. Et les gens ont tendance à être dans les zones urbaines. Et dans les zones urbaines, on n'apprend pas trop. Parce que la personne ne connaît même pas les plantes. Donc ceux qui sont dans les campagnes là. Donc on encadre des étudiants tant dans le domaine du palud. Il y a eu à peu près 3 thèses sur le paludisme. Donc 2 thèses de pharmacie, 4 thèses même, et donc 2 thèses de pharmacie et 2 thèses de chimie. Donc, sauf que, bon, vous savez, les thèses de pharmacie, ce sont des thèses qui s'apparentent à nos masters. Ce n'est pas des thèses qui demandent 3 ans de recherche. Non, la personne a 1 année où il va faire. C'est comme un truc de master. Et donc, c'est vraiment l'équivalent de nos recherches en master. Donc, l'étudiant va travailler 6 mois au labo. Et au cours de ces 6 mois-là, ils vont voir l'efficacité, les propriétés antibactériennes, les propriétés ceci. Mais il ne peut pas aller en profondeur pour dire qu'est-ce qui est à la base. Donc le thésard, lui, il va jusqu'à dire ah, telle plante, nous avons fait les tests, il a des propriétés antibactériennes, mais on va savoir qu'est-ce qui est la cause de ces propriétés. Et c'est là que la personne va avancer. Et là, ça demande beaucoup d'années parce que il faut isoler, il faut analyser, il faut séparer et donc trouver. Donc là, la démarche change totalement. Donc les pharmaciens, ils travaillent pratiquement sur tous les extraits bruts. Vous prenez un pharmacien vient, il veut savoir des plantes anti-hémorroïdes, il fait des enquêtes. Et donc, on va lui donner les recettes et il va essayer de regarder ces recettes-là, s'ils ont des propriétés anti-hémorroïdes. Et donc, il y a la démarche scientifique qui se dit que, bon, voilà, si c'est des hémorroïdes, je vais regarder si est-ce qu'ils ont des problèmes de cicatrisation, est-ce que sa plante peut être utilisée pour cicatriser, il y a tel type de famille là-dedans, il y a ceci. Donc, ça, c'est pharmacie, c'est très simple. Bon, pas très simple, hein, mais c'est plus simple que quand vous rentrez maintenant dans le fond scientifique pour savoir quelles sont les molécules qui sont responsables de l'activité de telle recette et donc de telle plante. Là, les données changent. Donc, il y avait ces thèses-là. Il y avait beaucoup de masters. Et donc, dans nos publications, il y avait une dizaine de publications qui concernent les bactéries, les propriétés antibactériennes des plantes. Donc, là, c'est un peu parce que c'est un peu plus relax parce qu'on peut isoler des bactéries, des familles de bactéries et faire des tests sur ces bactéries. Alors, les antiviraux, donc nous avons, c'est parce que quand on a fait les enquêtes, nous avons recensé également les problèmes d'hépatite comme un problème sérieux. Donc très très sérieux d'ailleurs au Niger, l'hépatite, les gens disent que si tu as l'hépatite, tu vas au dispensaire, on va te tuer, dès qu'on t'injecte, on va une injection, tu vas mourir. Donc il faut trouver un médicament traditionnel. Et donc c'est l'une des maladies les plus traitées en médecine traditionnelle. Alors donc on s'est dit, bon, on va étudier les plantes qui ont des propriétés antivirales. Et donc on a également recensé ça. Et ça s'est accéléré avec l'arrivée du Covid. Quand le Covid est arrivé, on a dit, c'est un autre virus. Mais cette fois-ci, c'est un rétrovirus. C'est des virus à couronne. Les virus à couronne, c'est des virus qui
leur évolution. Parce que les autres, les virus de l'hépatite, c'est un peu linéaire, alors que les virus à couronne sont circulaires. Et donc, on peut dire que l'antiviral peut pouvoir jouer également ici. Et donc, on s'est mis à dire que, bon, on va regarder toutes les plantes que les gens utilisent contre le rhume, parce que le rhume est causé par un virus, les rhinovirus, qu'on les appelle. Donc, contre l'hépatite, contre ceci, toutes les plantes-là, on va essayer de regarder leur effet sur les virus et voir si on pouvait avoir un qui peut combattre les virus à couronne et pouvoir l'utiliser peut-être contre le coronavirus. Donc, mais vous savez, comme je vous ai dit, ça demande beaucoup de financement parce que quand vous utilisez une plante antivirale, il faut être sûr que cette plante n'est pas cytotoxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, une plante toxique détruit. La différence entre les parasites et les virus, c'est que le virus s'attaque à l'ADN. Alors que les parasites, c'est juste des gens qui vont venir manger votre sang, ils vont manger telle partie. Mais le virus, lui, il essaie de prendre l'ADN et de transformer l'ADN pour lui donner une autre mentalité, c'est-à-dire que changer la structure et provoquer la multiplication du virus. Le plasmodium, par exemple, ne mange que les globules rouges, donc ils n'ont pas besoin de s'attaquer à des globules blancs ou des trucs là, non. Parce que les globules rouges n'ont pas d'ADN. Donc le plasmodium va se loger là-dedans, ils vont manger comme ils veulent. Mais un virus, il a besoin d'une cellule où il y a l'ADN pour se multiplier. Par exemple, quand vous prenez le sida prend les cellules, les globules rouges, et les CD4, et donc c'est sur ça qu'ils vont se fixer pour pouvoir changer. Oh, ces globules rouges, ce sont les généraux de la défense de l'immunité, c'est eux qui donnent l'ordre de défendre l'organisme. Et donc, vous voyez, le sida attaque ces globules blancs, là, les CD4-là, qui sont les généraux de la défense. Donc, les virus du sida attaquent ces généraux-là, et ces généraux travaillent pour lui, cette fois-ci. Au lieu de défendre l'organisme, ils travaillent pour l'imposteur. Et donc, par conséquent, l'organisme est déficient. On dit immunodéficient. Il ne peut plus se défendre parce que ceux qui donnent l'ordre de défense travaillent pour l'ennemi. Et donc, c'est l'organisme qui s'autodétruit. Ce n'est pas un système de défense. C'est ça le problème du sida. C'est l'organisme qui s'autodétruit. Et donc, automatiquement, les globules blancs là vont diminuer et on va arriver à un certain taux où on va dire que ceux qui travaillent pour l'ennemi, ils sont plus nombreux que ceux qui travaillent pour la défense de l'organisme. Par conséquent, l'organisme est envahi. Par contre, le coronavirus, ils agissent exactement comme les rhinovirus. C'est-à-dire que par voie respiratoire, vous prenez le virus qui se fixe à des molécules qui sont au niveau des voies respiratoires, et c'est ça qui permet de voir une porte d'entrée dans les cellules et attaquer l'ADN. Et donc, au départ, c'est un peu anodin, c'est comme n'importe quel rhume. Mais c'est que le coronavirus, le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de ces virus à couronne au niveau des maladies et des animaux. Donc, les virus à couronne sont beaucoup connus par les vétérinaires, ce qui veut dire qu'il est possible qu'on puisse faire vraiment des tests in vivo avec certains produits, sauf que, bon, ce n'est pas n'importe quel animal qui correspond à la structure de l'homme. Parce que c'est que, tant que ça ne marche pas avec des souris, c'est très difficile. Mais est-ce que, bon, maintenant, on peut avoir des virus à couronne qui peuvent marcher avec les souris et qu'on va utiliser? Mais en plus, les virus, leur problème, c'est qu'on ne les voit pas au microscope. Comme je vous ai dit, c'est des petits brins de molécules. On ne les voit pas au microscope, alors que les bactéries et les parasites sont vus au microscope. Donc, quand vous faites les analyses au microscope, vous allez voir les bactéries, vous allez voir des trucs là, mais un virus n'est pas visible, puisque c'est une molécule est trop petite pour être vue. On travaille sur les plantes antivirales, et surtout pour trouver un traitement contre l'hépatite. Et particulièrement maintenant, ce n'est plus l'hépatite B jaunisse que les gens connaissent qui font la gaffe, c'est plutôt l'hépatite C. Il y a une forme d'hépatite qui est l'hépatite C, qui aujourd'hui fait beaucoup de dégâts au niveau de trucs, parce que l'hépatite B, par la vaccination, on peut l'éviter.
Mais l'hépatite C, je ne pense pas s'il y a encore un vaccin. Et donc, la jaunisse diminue avec les vaccinations qu'on fait aux enfants. Et donc, il faut tenir compte que ce n'est pas parce qu'il y a diminution des jaunisses que réellement les problèmes d'infection virale ont diminué en Afrique ou au Niger. Non, c'est devenu un peu plus sournois. C'est avec l'hépatite C maintenant qu'on a des difficultés. Ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle pharmacovigilance pour des structures pour essayer de réguler la médecine ou la pharmacopée traditionnelle, pour en tout cas restaurer la confiance et donner plus de choix aux patients. Est-ce qu'il y a ce genre de structure et c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de structure de production de médicaments, tant que nous-mêmes, nous n'avons pas de structure de production de médicaments, que nous importons tout, on ne fabrique rien. Donc nous-mêmes, on pouvait commander nos matières et fabriquer. Et donc à l'ONPPC, c'est ce qu'ils appellent les médicaments essentiels et génériques, parce que là on ne paye plus pour les brevets. Donc les médicaments génériques, surtout qui sont sous forme de comprimés, sous forme de gélules, on peut les fabriquer au Niger. Cette pharmacovigilance ne marche que quand vous avez le choix. Mais si vous n'avez pas le choix, qu'est-ce que vous allez faire? Quels que soient les principes, les précautions que vous allez prendre, quelle que soit la décision que vous voulez faire, c'est difficile pour quelqu'un qui est malade. Vous lui dites non, il va dire que moi, écoute, moi je préfère essayer. Vous vaut mieux mourir d'empoisonnement que de mourir de maladies banales. Et donc la personne va essayer. Il nous faut une politique sanitaire, et dans cette politique sanitaire, il faut que forcément il y ait valorisation des produits de chez nous. On n'exclut pas, on ne peut même pas exclure la médecine conventionnelle, puisque la médecine conventionnelle se base sur des preuves purement scientifiques pour pouvoir traiter, mais quand même on peut valoriser ce que nous avons. Et ce que nous avons là, une fois qu'on a valorisé, on pouvait les mettre à la disposition des populations à des prix raisonnables, et ce qui permet à chaque personne de pouvoir choisir son médicament. Donc la pharmacovigilance peut se faire dès qu'on a des unités de production des médicaments. Ce qui est important, c'est d'avoir des tests qui protègent les guérisseurs. Donc il faut qu'il y ait des tests clairs, juridiques, qui disent que bon voilà, si un chercheur, et si au niveau des laboratoires de recherche, on a pris les recettes de tels médicaments, et puis c'est des tests qui existent. On n'a pas dit au Niger d'inventer la roue. Il faut aller voir ce que la convention qu'ont signé les Burkinabés avec leurs guérisseurs, ce que les Maliens ont signé avec leurs guérisseurs, ce que les autres ont dit. Ils de venir faire, on ne demande pas aux gens d'inventer, on vous dit de copier. Si tu ne peux pas faire, il faut copier. Donc c'est tout. Et ces copiers-là qui ne sont pas capables même de copier, oui, c'est devenu difficile. Donc ça existe ailleurs, on peut copier, et surtout quand c'est positif chez nous, donc il faut copier et faire le truc là. Mais c'est que voilà, on va dire que bon voilà, les Nigériens ont des médicaments, le truc là, des médicaments traditionnels, mais bon, il y a des gens qui ne font pas confiance à ceux de la rue, et ils disent que non, si moi je connais les médicaments sous forme de sachets bien emballés, je l'achète. Et beaucoup d'entre vous, n'importe quel que soit le niveau de civilisation de la personne, si on lui dit, bon voilà, telle tisane là, bien dosée, bien truc, ça sert à ceci, les gens l'achètent. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui vont en mission au Mali, qui amènent les tisanes, qui amènent les malariales, c'est des plantes du Mali, mais ces plantes sont au Niger. Les gens passent tout le temps à acheter ici à Abganda des sachets de trucs là, de Lipia pour boire le matin à cause de son goût aromatique. Mais au départ, les gens l'utilisaient contre le palu. Et donc, mais maintenant, les gens l'utilisent simplement comme thé à cause de son petit goût aromatique. Ils vont même l'assaisonner avec du sucre et tout ce truc-là. Mais c'est des plantes. Alors pourquoi nous, on ne peut pas valoriser nos plantes dans ce sens? J'ai vu une enquête des années 70 qui dit que le sac d'Artemisia judaica, c'est que les gens appellent Tezergades, qu'on vend aux foires là. Et donc ce sac-là, avant on l'amène à Zender, un sac pour 3 sacs de mil. C'est-à-dire qu'il est 3 fois plus cher que le mil. Et cette plante, les Touaregs l'utilisent à chaque fête. Donc ils ont des petits problèmes gastriques, c'est cette plante qu'ils utilisent, l'Artemisia judaica.
Et donc, regardez, les gens les vendent un peu partout. Ce sont des choses qu'on peut faire évoluer, puisque c'est connu pendant des siècles et la population les connaît. Et donc, puisque la population connaît, on pouvait passer vraiment à former des sachets, mais il faudrait qu'on trouve une formulation exacte pour ça et pouvoir les mettre à la disposition de la population, que de voir quand vous partez au niveau du foire, quand vous demandez, vous allez trouver le gars avec une grosse tasse, avec un truc là-dedans, et il mesure, il te met dans des sachets, l'emballage il te donne. Mais il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas, un touriste n'achète pas. Mais si c'était bien emballé, il va acheter, un touriste n'achète pas. Mais si c'est bien emballé, il va dire pourquoi on n'est pas essayé. Et la chance c'est d'essayer, et dès que ça marche, la personne dit puisque nous avons essayé, ça a marché, donc demain on va reprendre et on va continuer. Et donc donner la chance que les gens acceptent de façon réglementaire le produit de la pharmacopée traditionnelle, ça nous permettrait vraiment d'exporter. C'est une valeur culturelle, c'est également économique pour les pratiquants de cette population. Mais c'est économique également pour notre population. Je vous donne un truc d'anecdote là. C'est-à-dire que tout récemment, il y avait une vieille femme qui était venue se soigner ici à l'hôpital. Elle avait des problèmes de crachat, de ceci, bon, en fait, vraiment un peu qui semble être une infection. Mais pratiquement, suite, on va faire telle visite, on va faire telle visite, on va faire telle visite. On a fait tellement de visites que bon, ils ont perdu presque 200 000. Ils ont dit que bon, écoutez, je les ai dit, bon, hey, écoutez, il faut aller chez tel guérisseur. Avec 35 000, on lui a fabriqué des produits. Et maintenant, la femme, elle parle même au jardin. Elle est même rentrée dans son jardin. Beaucoup de cas comme ça, si on a des médicaments traditionnels chez nous, les gens vont les essayer avant d'arriver à l'hôpital. Il faut que nous valorisons ce que nous avons chez nous. Nous, en tout cas, c'est l'objectif visé par notre équipe, c'est valorisation de ces produits naturels dans le cadre de la santé et même dans le cadre de l'alimentation. Et là, vous parlez de l'alimentation et moringa. On parle souvent des vertus du moringa. Oui, bon, les vertus du moringa telles qu'on les dit, bon, c'est lié à sa qualité alimentaire. Mais en fait, nous, au Niger, on n'a pas cette qualité alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait cuire les feuilles. Et puis bon, on mange comme légumes. C'est pas ça le truc là. Normalement, on doit sécher les feuilles, transformer ça en poudre. Et c'est cette poudre-là qu'on doit consommer. En fait, par exemple, je vous donne un exemple. Au Sénégal, vous avez des sachets de poudre de moringa. Et ces sachets de poudre de moringa, quand on fait la bouillie aux enfants, on prend une cuillerée à soupe, on met la poudre, on mélange, on donne à l'enfant. Mais nous, on vient ici, on fait bouillir, on mange. Et toi qui passe tout son temps à manger du moringa, si une maladie, parce que le problème qui se pose, c'est que qu'est-ce qui se passe? Si tu manges le moringa chaque fois, mais le jour où tu tombes malade, le moringa ne te soigne plus. Mais c'est non, puisqu'en fait, c'est un aliment de base. Et donc, la maladie, il n'a pas pu empêcher l'apparition de la maladie. Et donc, le moringa ne te soigne plus. Et donc, vous voyez, donc, vraiment, quand on dit le moringa, ce n'est pas la façon dont nous consommons le moringa. Il faudrait que ce soit les feuilles du moringa bien lavées, bien séchées, transformées en poudre conservée. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans votre alimentation. Vous pouvez l'utiliser dans les soins. Vous pouvez... Mais ici, on fait bouillir le moringa, on dit l'eau moringa, ceci moringa, ceci moringa. Vous voyez, on a, à un moment donné, c'est devenu juste une marque. C'est tout. On dit la marque moringa. Donc, on a de l'eau moringa, on a de ceci moringa, ceci moringa, ceci moringa. Donc, on a banalisé. Donc, un médicament ne doit pas être banalisé. C'est pas possible. Donc le moringa au Niger, c'est plus une alimentation que médicament. Que médicament, c'est ailleurs peut-être. Ailleurs, c'est médicament. Il y a aussi parmi les produits de base de ces médicaments, il y a les plantes, il y a les animaux aussi. Il y a des animaux, mais nous, on essaie d'éviter un peu les animaux. Et parce que le problème, c'est que le plus souvent, les trucs des animaux sont suivis également des incantations. Et là, tu sais qu'il y a comme... Or, chimiquement, comment nous pouvons faire vraiment un truc avec incantation?
un truc contre ce truc-là. Mais sinon, il y a beaucoup les graisses animales. Les graisses animales, par exemple, les graisses de lion contre les rhumatismes, graisses de lion et le truc-là, des peaux de ceci contre ceci. Tout ça, ça existe. Mais c'est qu'en fait, il est difficile pour nous de pouvoir justifier ce genre de trucs en passant par... Peut-être que si c'était des simples insectes, par exemple, si on avait des insectes qui sont capables qu'un guérisseur nous dit que tel insecte, on peut faire des trucs là. Là, on peut avoir une grande quantité de ces insectes et puis essayer de voir si ce qu'il dit est possible. Mais vraiment, quand on dit, bon, il faut chercher graisse de lion, il faut chercher peau de panthère, il faut chercher caca d'hyène ou d'éléphant, vous voyez, ça fait problème. Donc, c'est difficile pour nous, vraiment, en tant que chercheurs, de se mettre à la chasse de ces animaux sauvages pour des trucs, des médicaments. C'est très difficile. Donc, vraiment, les parties animales, on ne s'intéresse pas, on préfère plutôt la phytothérapie. Donc, tout ce qui est végétal. Vos activités de recherche se mènent dans le laboratoire des substances naturelles et synthèse organique. Est-ce que vous avez les moyens pour... ça, c'est une question fatidique. Les moyens, actuellement, on avait pratiquement... C'est-à-dire que quand vous prenez un étudiant, il faut être sûr que vous avez un laboratoire avec lequel vous coopérez ailleurs pour pouvoir les prendre. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'ici, vous allez faire une petite enquête, vous allez faire des petites stations pour savoir les familles de composés, ce qu'ils appellent le screening, c'est-à-dire que les traçages des produits chimiques, c'est ça le screening, hein. Et après, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que au laboratoire, tu ne peux plus rien faire. Et actuellement, d'ailleurs, au laboratoire, même les petits screenings va être un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans notre labo de chimie organique, c'est pratiquement très propre, hein, c'est plus propre que cette salle, hein, il n'y a rien là-dedans. Parce que, à un moment donné, la recherche n'est pas financée. Et il y a un fonds au ministère Farcite. On vous dit, bon, si on vous donne ce fonds, dans ce fonds-là, vous n'avez pas le droit d'acheter d'équipements. Mais si ce n'est pas des équipements, nous, nos étudiants n'équipent pas, c'est parce qu'on manque d'équipements. On a la capacité d'enseigner quand même nos enfants et de les former jusqu'au plus haut niveau. Mais c'est l'équipement qui manque. Donc si le gouvernement n'équipe pas le labo, mais qui va équiper les labos? Et si on dit, parce que le fonds là, c'est un fonds de l'État, le fonds d'appui qui est logé au ministère de l'enseignement supérieur. Mais on dit, ah non, attention, dans ce fonds, on n'achète pas d'équipement. Mais si on n'achète pas d'équipement, on ne demande pas. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un fonds pour aller visiter le Niger? Non, on n'a pas besoin d'aller prendre des fonds pour aller visiter le Niger. On a besoin de fonds pour équiper nos labos. Or, l'équipement d'un laboratoire de chimie, c'est quoi? C'est quelques appareils d'analyse, quelques appareils d'extraction, surtout chez nous, on a besoin vraiment de pouvoir extraire, de faire des extractions, de pouvoir évaporer, parce que maintenant, même évaporer un solvant, c'est-à-dire que vous prenez un produit, imaginez, on vous dit, le guérisseur vous dit, ah, vous mettez telle quantité dans l'eau et vous buvez. Nous, quand on prend cette plante, on met la quantité dans l'eau, mais il faut qu'on évapore l'eau. Mais le problème, c'est que si vous dites que vous allez chauffer pour évaporer l'eau, mais il y a beaucoup de produits qui sont thermolabiles, c'est-à-dire que vous les chauffez longtemps, ces produits-là vont être détruits, ils vont être hydrolysés, ils vont être là. Et donc, vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez même pas évaporer l'eau. Vous ne pouvez même pas évaporer même un simple truc là, de l'essence qui s'évapore naturellement même. Si vous ne pouvez pas l'évaporer dans nos laboratoires. Donc, vous voyez, c'est un problème sérieux quand l'équipement élémentaire manque. Donc, donc, nos étudiants, ils souffrent réellement, ils veulent vraiment... Parce que quand la personne est jeune, il a plutôt de l'audace, il est un peu enthousiaste. C'est dans cette jeunesse qu'il faut vraiment les exploiter au maximum. Mais pour les exploiter au maximum, il faut qu'il y ait des équipements. Et cet équipement manque. Au niveau de la faculté des sciences, les laboratoires ne sont du tout pas équipés. Il n'y a pas d'équipement. Ok. Merci. En termes de perspectives dans vos recherches? Donc les perspectives, c'est, comme je vous ai dit,
L'objectif étant de valoriser la ressource nationale. Donc en perspective, c'est quoi? C'est de continuer à recenser tout ce qui est possible et tout ce qui est disponible actuellement, c'est de faire une banque de données. Et comme perspective, il faut également essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons créer des médicaments. Parce que le choix, c'est d'avoir notre médicament. Donc nous pouvons avoir des médicaments améliorés. Dans quelle perspective on va avoir ces médicaments améliorés avec les moyens dont nous disposons. Produire des productions et en perspective produire des médicaments vraiment surtout pour ces maladies infectieuses qui sont des maladies. Par exemple, quand vous voyez le paludisme en saison de pluie, c'est la maladie qui embête le plus, y compris en campagne. Donc ça a un poids de tout là. Donc c'est de pouvoir avoir vraiment ces médicaments antipaludiques, mais disponibles, efficaces, à moindre prix. Donc vraiment, ils sont disponibles, ils sont efficaces, ils sont moins chers. On les met à la disposition de la population. Donc d'autres perspectives, c'est également trouver un cadre dans lequel les guérisseurs vont se retrouver. Donc intégrer cette médecine traditionnelle dans le système de santé. Est-ce qu'on peut avoir, d'ici 2030, dans un septennat, est-ce qu'on peut avoir des centres médicaux traditionnels, si je peux le dire, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon voilà, il y a un centre à Bukoti, c'est uniquement médecine traditionnelle, avec les associations des guérisseurs qui s'associent pour créer ce centre-là. Il y a un autre centre à l'aéroport, avec les associations qui vont se retrouver pour faire ce centre-là. Il y a un autre centre à Zender, ainsi de suite. Ensuite, nous voulons également il y ait une journée nationale de la médecine traditionnelle. Parce que pour le moment, il n'y a pas de journée nationale de médecine traditionnelle. Il y avait seulement la journée africaine de la médecine traditionnelle. Donc, il faut qu'il y ait une journée nationale de la médecine traditionnelle, ou même semaine nationale de la médecine traditionnelle. Nous voulons également avoir dans chaque région une zone de protection de ces plantes. C'est-à-dire que si l'État pouvait faire des parcs régionaux, où les 3 août, on va prendre 10 hectares dans chaque zone, et on va dire, bon voilà, on va semer tel arbre, parce que dans cette zone-là, cet arbre-là est utilisé en médecine traditionnelle. Et donc, on va dire, bon, on va mettre 100 pieds de sabar ici. On peut faire vraiment dans chaque région 10 hectares. Même si ces 10 hectares ne sont pas dans un même lieu, on peut dire, bon, voilà, dans la région des Anders, on va faire un centre de 2 hectares dans la ville des Anders. On va voir un peu plus loin à Tanout, on va faire un autre de 2 hectares. On va voir un peu à Kanché, 2 hectares, ainsi de suite. On peut les éparpiller, mais que chaque région ait au moins 10 hectares où on va dire, bon, on va planter les plantes et on va cultiver ces plantes-là utilisées dans la médecine traditionnelle et qu'on a recensées dans cette zone. Ça permet à la future génération également de voir ce que les gens faisaient. Moi, je pense que vraiment ça aussi, ça va nous arranger si nous arrivons à avoir des parcs pareils où vraiment vous partez dans telle région et toutes les variétés utilisées en médecine traditionnelle de cette région, vous allez les retrouver dans ces régions. Donc, vous voyez, ça va nous permettre de conserver ces plantes. Ce qui est essentiel, c'est que la plante ne disparaît pas. Si la plante est toujours là, on peut toujours trouver d'autres médicaments avec la même plante. C'est-à-dire aujourd'hui, telle plante est utilisée contre, par exemple, le palu. Parce qu'on n'a pas essayé sur d'autres maladies que sur le palu. Demain, si une maladie apparaît, on peut tester cette même plante et on va voir que peut-être qu'il a une efficacité contre cette maladie. Et là, dans ces conditions, on va utiliser encore le truc là. Parce que le problème de la recherche, c'était ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je prends une plante, on me dit ça lutte contre le palu. Moi, je vais faire uniquement des tests contre le palu. Bon, j'ai fait des tests contre le palu et je trouve que c'est efficace. J'ai dit oui, ça lutte contre le palu. Mais je n'ai pas testé d'autres maladies. Je n'ai pas regardé si ça lutte contre telle autre maladie. Mais quand demain une autre maladie va venir, mais on va dire, il y a une autre maladie qui est venue, qui ressemble au palu. On va essayer. Parce que cette plante lutte contre le palu, on va essayer cette plante également, on va regarder. On a besoin des jardins botaniques dans chaque région qui fait le truc là. Donc, je résume. Une bonne collaboration
En perspective, c'est ça, hein, une bonne collaboration entre guérisseurs, chercheurs et ministères. Et des sources de production des médicaments améliorés, donc arriver donc à médicaments améliorés et de les produire. Et pour trouver des centres de protection, en fait, créer des parcs de protection de ces plantes médicinales. Et puis surtout, quand j'ai dit les relations entre ministères, chercheurs, etc., des tests qui protègent les guérisseurs, il faut que les guérisseurs soient protégés parce qu'aujourd'hui, on a la piraterie. Quelqu'un vient, tu lui dis telle plante soigne telle maladie, et lui, il s'en va partout, il va dire que ah oui, la plante la soigne. Et il se permet de vendre cette plante, alors qu'il a triché chez quelqu'un. Il ne fait même pas partie de ce truc-là au départ. Donc la personne qui l'a déclaré, il ne gagne plus rien. La piraterie. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour combattre cette piraterie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le professeur Moussa Idrissa, enseignant-chercheur au département de chimie de la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine interview dans les greniers des savoirs. Merci, professeur. Merci. Merci. Merci.